Bonjour, vous écoutez En Série, un podcast de Vanity Fair consacré aux séries que nous avons aimé regarder ces dernières semaines. Dans ce nouvel épisode, je suis, comme d'habitude, avec Margot Crelle, Norine Raja et Philippe Azoubi. Nous allons discuter de trois séries que nous avons donc regardées récemment. En thérapie, Lupin et Si c'était une ville. Et nous allons peut-être commencer par celle qui a fait beaucoup parler d'elle, en France et à l'étranger, une série Netflix, Lupin. Margot, quelle a été votre impression en regardant cette série avec Omar Sy? Moi, j'ai passé plutôt un bon moment sur Lupin. C'est une série donc qui est sortie sur Netflix et j'ai été plutôt séduite par l'énergie qui s'en dégage. J'ai trouvé que dans l'ensemble, la série fait le boulot. Omar Sy fait très bien le boulot, il est très bon. Et en fait, j'ai fini les 5 épisodes puisque la première partie de cette série, la première partie est coupée en 2 parties. J'ai fini les 5 épisodes assez rapidement et avec un sentiment de frustration, ce qui chez moi est toujours bon signe puisque ça veut dire que j'en veux plus et que le principe de base m'a donné envie. Donc vraiment bien, vraiment réussi. Je trouve qu'on rentre bien dedans. Omar Sy joue très bien, en plus d'être très bien habillé, je tiens à le dire, parce que ça m'a vraiment marqué. J'ai passé pas mal d'épisodes à me dire j'aime bien sa veste Barbour, ces Jordan sont super, Je signale que ces Nike Jordan changent de couleur à peu près à chaque scène, c'est-à-dire qu'il y en a une sacrée panoplie. Je crois que les producteurs ont voulu cette paire de baskets pour donner une touche moderne à la série. Voilà, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est réussi. Je pense qu'on peut saluer aussi Mamadou Aïdara, qui joue Lupin jeune et qui est très bien aussi et qu'on peut féliciter parce qu'il me semble que c'était son premier rôle et il a une bonne interprétation et voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est une série qui marche bien. On a envie de connaître la suite. Le casting qui accompagne Omar Sy est très bien aussi. On retrouve Clotilde M, on retrouve Ludivine Sagnier. Et c'est une série plaisante, n'en déplaise au plus chagrin, et qui était très déçue quand ça a été annoncé en 2018 qu'Omar Sy jouerait Lupin, et ça avait été annoncé comme ça. On pensait vraiment qu'il allait jouer Arsène Lupin. Et il y avait eu pas mal de critiques qui s'étaient élevées parce que Omar Sy est aussi bien adoré par les Français que détesté. Il est assez clivant, ce qui est étonnant. Dans les critiques, il y avait déjà cet argument qui revient beaucoup en ce moment au cinéma comme dans les séries, que Arsène Lupin était blanc et qu'un acteur noir ne pouvait absolument pas le jouer. Ce qui est le même débat qu'on a actuellement pour cette actrice qui devrait remplacer 007 prochainement. Il y a aussi eu beaucoup de débats sur le fait que Omar Sy soutient Assa Traoré et s'est déjà prononcé plusieurs fois contre les violences policières, ce qui énerve aussi pas mal de gens. Mais voilà, ne tenons pas compte de ces avis chagrins. C'est une série qui vaut le coup et qui fait du bien. Je rappelle juste un peu le pitch de la série. Donc Omar Sy joue un personnage de voleur très habile, avec une idée d'un peu de vengeance derrière la tête, et qui s'inspire pour tout ce qu'il fait des aventures d'Arsène Lupin, donc des livres de Maurice Leblanc. Donc tout est autour de ça, c'est-à-dire autour à la fois de sa lecture des aventures d'Arsène Lupin et la façon dont il les remet en scène. Norine, comment est-ce que vous avez regardé cette série, justement ce côté Arsène Lupin, héritage littéraire? Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé plutôt malin. C'est-à-dire qu'on est en ce moment dans une période de recyclage constant. On fait des reboots et des suites à foison. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment malin, justement, de pas en faire un Arsène Lupin, mais d'en faire un héritier avec toute cette idée de transmission qui est assez jolie. Toutes les scènes avec le père, je trouve ça vraiment très malin. Le fait qu'on lui ait transmis ce livre, que lui-même le transmet à son fils. Et puis derrière, l'idée de associer le côté Arsène Lupin, cet homme qui se faufile un peu partout, et le fait que par sa condition et par sa couleur de peau, Assane Diop soit invisibilisé en tant qu'homme noir. Et du coup, ça donnait une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté action, un peu Luc Bessonesque, je sais pas comment on dit, puisque Louis Leterrier, qui est le réalisateur de Transformers, un peu un héritier de Luc Besson, est clairement dans le premier épisode dans l'action. Donc, on a tous les codes du film de braquage, le Louvre, le gardien qui s'endort devant les moniteurs, du coup, les braqueurs peuvent se faufiler. Enfin, on a un peu toutes ces images et ces codes. Et derrière, on essaie de montrer quand même quelque chose et d'être moderne, justement, avec ce personnage qui est assez nouveau, quoi.
Donc j'ai trouvé que c'était malin. Après, par rapport à Margot, j'ai un peu plus de réserve sur certains autres aspects, mais en tout cas, ça, j'ai trouvé que c'était bien trouvé. L'invisibilisation, c'est un truc qui m'a aussi frappé, puisque effectivement, c'est un Arsène Lupin noir, donc en fait que personne ne voit vraiment, que personne ne croit. Et il y a aussi cet autre personnage, c'est-à-dire le personnage du flic d'origine arabe, qui lui comprend immédiatement que c'est un type qui s'inspire d'Arsène Lupin, et personne ne veut le croire. Donc, alors évidemment, c'est presque cliché de faire ça, mais ça raconte quand même quelque chose qui a l'air d'être assez contemporain. Oui, le fait qu'on ait à la fois des échos avec l'intrigue dans le texte et le fait que ce soit les seuls à comprendre ce qui se passe, je pense que c'est aussi une super idée. Et on le voit aussi dans les déguisements, par exemple. Le fait que, bizarrement, les déguisements de Hassan Diop sont quand même très minimalistes. On le voit avec un petit chapeau, des lunettes. C'est un peu Clark Kent et Superman. C'est-à-dire que on n'est pas censé le reconnaître, mais tout le long, c'est toujours Omar Sy avec des lunettes ou un bonnet. Et en fait, au début, je me disais, mais c'est insensé. Pour moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est un problème de scénario? Et en fait, non, je pense que c'est parce que ça sert le propos que cet homme, de toute façon, qu'il soit homme de ménage, informaticien, bon, après, informaticien, c'est encore autre chose, mais c'est homme de ménage ou livreur aux Tuileries, peu importe, il passera toujours inaperçu parce que c'est la basse société, en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez malin et le flic, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu évident que, comme par hasard, dans cette enquête, il y a quelqu'un qui pense sous-titre Arsène Lupin. Après, ça fait en plus une petite private joke où les gens sont là en train de lui dire, est-ce que tu veux une référence à Harry Potter? Enfin, il y a toute une blague là-dessus qui est drôle. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu forcé? Et c'est vrai que quelque part, quand on y pense, ça a un sens que ce soit aussi ce personnage issu de l'immigration qui voit ses références. Et je trouve que c'est une belle idée de se dire que ce personnage d'Arsène Lupin, qui fait partie du patrimoine français, en fait, on le modernise et puis on le transmet à notre époque, quoi. Et ça, je trouve ça super. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs qu'aucun flic blanc n'y croit, en fait. Oui, mais même les lus, on voit bien qu'ils ont pas lu Maurice Leblanc. Enfin, ça Barberousse, Maurice Leblanc. Oui, oui. L'héritage de ce qu'est le serial français en littérature ou ensuite au cinéma, il est pris en charge par des Français de deuxième génération qui, eux, récupèrent cet héritage-là, le remix ou le revoient. Moi, c'est plutôt le côté, je rejoins complètement Norine là-dessus, le côté très, 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 très malin de la série. Et avec quand même un pari de mise en scène qui est assez étrange, c'est que Omar Sy fait 1m92. Oui. Il y a quand même, c'est au-delà de l'homme invisible. C'est comment on arrive à invisibiliser quelqu'un d'1m92. En même temps, on a fait plus fort parce qu'on a réussi à invisibiliser littéralement, un continent entier. Enfin, voilà. Donc, on a été, hélas, plus fort que ça. Et non, je trouve que la série est féroce là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit plus féroce sur la mise en scène, quoi. Je trouve un peu... Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'on va se rejoindre. Ce thème, au début, j'étais pas emballée parce que ce thème-là, plus le fait qu'on parle de lutte des classes, je me suis dit, c'est super, ça va être, on a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Et après, on l'abandonne quand même assez facilement pour quelque chose d'efficace et où on est dans l'action très bien. Mais on se rend compte que finalement, ce volet social disparaît aussi parce que Hassan Diop n'est pas dans une dénonciation du système, mais plus dans une vengeance personnelle. Hassan Diop étant le nom du personnage. Oui, du personnage qui est incarné par Omar Sy. Oui. Et du coup, on perd un peu ce côté-là, je trouve. Il y a une bonne approche, mais... Oui, moi, en regardant, j'étais assez pris, effectivement, par le premier épisode, peut-être le deuxième. Et puis après, par l'apparition de ce personnage de journaliste, enquêtrice, qui était totalement... elle-même, justement, mise à l'écart de la société parce qu'elle cherchait à dénoncer un système. Et puis après... je suis effectivement resté vraiment sur ma faim à cause justement du fait que ça devient une espèce de série d'action avec un cliffhanger à la fin du 5e épisode pour annoncer une deuxième partie dont on ne sait pas encore quand ça va arriver, que j'ai trouvé un peu mièvre ou un peu téléphoné. Je ne sais pas si c'était ça vos réserves, parce que vous émettiez les réserves, mais... Après, on repose sur quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'hallucinant, puisque Netflix, qui ne communique quasiment jamais sur ses chiffres, est très très content depuis quasiment 3 semaines que cette série est mise en ligne, de communiquer sur le fait qu'on aura atteint bientôt les 70 millions de foyers. 70 millions de foyers, ça veut dire que si ça c'est regardé en famille, on peut multiplier par 2, par 3, voire 4 le nombre de gens qui ont vu Lupin. C'est des chiffres assez hallucinants.
Ça n'était jamais arrivé pour une série française. Marseille a été très loin. Voilà, on va sauter l'épisode de Marseille. On n'en parlera pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois que ça a eu un peu lieu, c'était la Casa de Papel, c'est-à-dire une série espagnole. Et qui a quand même, dans cette entreprise qu'on imagine toujours dévorante qu'est Netflix, une capacité de déplacer son centre de rayonnement ou l'origine même de ce que va être son savoir-faire. Même ça, c'est quand même aussi compliqué parce qu'on arrive au résultat, c'est quand on voit les 5 épisodes de Lupin, à la fois, c'est évidemment des choses qui appartiennent à la culture française et je pense que personne n'aurait imaginé, même chez les gens qui ont amené ce projet et portent ce projet depuis des années, dès qu'ils allaient toucher 70 millions de personnes de foyers. De toute façon, il vaut mieux pas parce que sinon on n'écrit plus, enfin on est épuisé. Mais que malgré tout, à la fin, il y a un formatage. Et à la fin, ça ressemble pas à quelque chose qui vient de Maurice Leblanc ou d'une tradition, on va dire, de Louis Feuillade, les vampires, Fantomas, quoi que ce soit. Ça ressemble à une série efficace Netflix ou effectivement à un produit Besson, Luc Besson. Dans sa façon, moi, c'est plutôt à ça que je pensais, dans sa façon de mener quelque chose à tambour battant et qui se regarde sans trop appuyer. Moi, c'est ma déception, elle est là. Le premier épisode donne beaucoup plus de biscuits comme Maureen aussi, on se dit, ils vont travailler une spécificité un peu française avec quand même une analyse de la société, les tensions raciales que l'on retrouve. Et c'est très vite abandonné au profit justement d'un récit d'action qui va toucher 35 millions, 40 millions, 70 millions de personnes, et voire plus. Parce que ça reste une série Netflix. Enfin, je pense que il faut garder en tête que effectivement le premier épisode avait toutes ces spécificités-là, mais ça reste une série Netflix calibrée pour un public qui a l'habitude maintenant depuis plusieurs années d'enchaîner les épisodes et que effectivement, comme souvent dans les séries Netflix, il y a un moment où le scénario ou l'intrigue globale passe un peu à la trappe au profit d'action ou en tout cas d'une histoire qui s'enchaîne vite et aussi vite que les épisodes qu'on mange très vite puisqu'en plus il y en a que 5. Donc c'est vrai que il y a de toute façon quelques grosses ficelles dans la série. Même moi qui suis emballée, il y a des moments où je me disais bon, là tout le monde voit bien qu'il est là, la caméra l'a vu, tout le monde l'a vu. Passons sur cette erreur. Bon, on va continuer, mais pour moi ça reste une série Netflix et j'ai vraiment lancé Lupin avec cette attente-là en me disant ça va être un truc calibré comme ça que je peux voir en un soir, voire 2 si j'ai envie de prolonger ce truc, mais qui est aussi un peu, moi, ce plaisir coupable que j'ai avec Netflix où je sais que je vais binger et où je cherche ce contenu-là aussi sur Netflix en me disant que c'est ça que ça va m'apporter. Mais Margot, le génie de Netflix, on le sait tous, c'est finalement, c'est quand on regarde sur son ordinateur, c'est que ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher un deuxième épisode, de faire cet effort-là. C'est-à-dire qu'on est dans le moindre effort total et que ça s'enchaîne. Et j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, les séries Netflix sont aussi réalisées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elles posent des pistes, des problèmes, des questions qui sont toujours intéressantes et qui sont assez novatrices dans les premiers épisodes. Et ensuite, les choses s'enchaînent de la façon la plus mécanique qui soit. Et nous, on est de plus en plus en retrait, en bas de jogging, complètement. Oui, c'est exactement ça. De 2000 arbres, avec lequel il faut faire gaffe aussi. Et j'ai l'impression que même la mise en scène s'est pliée sous cette mécanisation géniale de Netflix qui est de, vous inquiétez pas, on vous lance les trucs et effectivement, vous mettez un truc à 9h du soir en disant j'en mets un. Et à 2h du matin, vous avez vu la saison. Sur les visionnages, faut savoir que Netflix comptabilise un visionnage à partir de 2 minutes. Donc ça veut dire que je pense que les chiffres qui communiquent, faut les prendre peut-être avec un peu de recul, même si après, en termes de succès international, je pense que ça se voit rien qu'à la couverture presse. Moi, je vois des critiques américains que je suis. Alors, j'écoutais un podcast, ces critiques américains qui s'emballaient pour Lupin et pour 10% aussi, parce que 10% est sur Netflix, donc c'est un peu l'autre succès international, et qui comparaient même Omar Sy à Dwayne Johnson. Donc, il y a vraiment un effet international. De toute façon, le fait que Omar Sy soit très charismatique et que on a envie de regarder une série avec lui, c'est indéniable. Mais je pense que il y a d'autres choses qui sont que le fait que l'intrigue soit simple, justement, à mon avis, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne et que les gens dépassent peut-être la barrière de la langue. Et le fait qu'on ait aussi un Paris qui soit, un peu idéalisé. C'est-à-dire que c'est pas le Paris d'Emily in Paris, mais on est quand même souvent dans les beaux quartiers, on est dans un hôtel particulier, on est au Louvre, on est aux Tuileries. Enfin, il y a quand même quelque chose qui fait rêver et qui fait que ça fonctionne parce que c'est léger aussi, quoi. Et puis, il y a un côté visite guidée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un côté visite guidée et on est dans un Paris très, très identifié immédiatement.
Et dès qu'on en sort, on est dans des quartiers qu'on ne reconnaît pas du tout, qui pourraient être n'importe où ailleurs et très, très gris tout de suite. Mais c'est vrai que le principe de la série Netflix, ça commence à être, vous commencez la série, vous êtes au bord du canapé, vous dites: «Ah tiens, je suis tenu» et puis en fait, ils ont gagné quand vous êtes totalement au fond du canapé et que d'un coup vous réveillez, vous vous rendez compte que la série est terminée. Foutu d'aller chercher la dernière chiffre. Et c'est qu'en même temps, quand ils tentent des choses justement sur cette vision de Paris, ils avaient fait The Eddy, qui est franco-américain, mais un peu français quand même. Et ils avaient montré un autre Paris avec ce Paris de Belleville, le Paris de l'Est et tout ça. Et je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle ça n'avait pas fonctionné, mais on se rend compte que finalement, il y avait aussi une autre, je crois que c'était Vampire qui se passait à Belleville. Et on voit que quand ils essaient de sortir un peu de ces images traditionnelles de Paris, tout de suite, ça fonctionne moins. Donc, je peux comprendre après que ça les pousse finalement à user des ficelles et de choses qui sont un peu plus attendues. À propos justement de Paris, on va passer à notre deuxième sujet, en thérapie. En thérapie, je rappelle que au départ, c'est une série israélienne adaptée aux États-Unis. Je pense qu'on a peut-être beaucoup plus vu la série américaine que la série israélienne. La série américaine était avec Gabriel Byrne. Et le principe est le suivant. À chaque épisode, on est dans le cabinet du thérapeute avec un patient. Et chaque épisode correspond à un jour de la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on change de cabinet et on se retrouve dans un autre cabinet qui est le cabinet de la thérapeute du thérapeute. Et la semaine suivante, on recommence et on revoit. On peut voir comme ça l'évolution des séances de thérapie avec les différents sujets. La série américaine, dans mon souvenir, avait eu plutôt un joli succès. Et donc là, elle est adaptée en France par Arte avec des acteurs comme Carole Bouquet, qui joue la thérapeute du thérapeute, Reda Kateb, etc. Peut-être pour commencer à en discuter et à parler un peu de ce dispositif assez particulier. Comment est-ce que vous avez regardé cette série et comment la situer d'ailleurs peut-être dans un ensemble de séries qui parlent justement de cette idée-là, c'est-à-dire de la thérapie? Alors, on avait eu tout un moment beaucoup de séries de thérapie sur HBO. Donc, on avait effectivement In Treatment qui était le remake de Beauty Pool, en thérapie. Et on avait eu Les Sopranos qui n'était pas une série de thérapie, mais c'était quand même une grosse partie qui était les séances de Tony Soprano où il déversait un peu toutes ses angoisses et ses déprimes. Mais ce qui était assez intéressant, c'était que c'était un mafieux macho et que pour lui, c'était compliqué de faire cet exercice-là. Et on avait aussi Tell Me You Love Me qui était plus sur la thérapie de couple. Et donc c'est vrai qu'en termes de thérapie, on a souvent eu des représentations qui sont un peu caricaturales. Et là, c'était quand même une des premières fois avec Beauty Pool où on était vraiment dans le cabinet du thérapeute et on voyait concrètement comment ça se passait. Et en plus, on avait des personnages qui étaient assez récurrents. Ça a été un succès populaire en Israël, un succès plus critique aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'adapte vraiment en version française en prenant comme toile de fond les attentats du 13 novembre. Et avec une toile de fond aussi très parisienne, parce que même si on est principalement en huis clos, on a quand même cet appartement haussmannien et on a quelquefois une bribe de Tour Eiffel, un moment dans la rue qui permet de respirer aussi, parce que sinon, c'est beaucoup de chants contre chants et beaucoup de discussions. Je pense que c'était le bon moment pour adapter en thérapie, parce que ça fait du coup plus d'une dizaine d'années par rapport à la série, 15 ans même, par rapport à la série israélienne. Et ils attendaient le moment où on pourrait raconter une histoire spécifique, une histoire française. Et là, je trouve que ça tombe bien. À la fois, on est toujours dans des archétypes assez généraux, et à la fois, on a quelque chose qui unit à peu près tous les personnages et qui, nous, en tant que spectateurs, nous ramène aussi à quelque chose qui est certes pas hyper agréable, mais c'est rare que la fiction aborde ces sujets. Du coup, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'être allé au bout. Vous entendez quoi par le pas agréable? En fait, c'est un peu claustrophobique, je trouve, parce que on est dans la discussion pendant 20 minutes et on est, comme je disais, dans le champ contre champ. Bon, après, alors c'est l'anti-binge watching, clairement. C'est-à-dire que c'est une série qui appelle à l'attention du spectateur, mais complètement, parce qu'il se passe des choses, mais il faut être attentif. C'est-à-dire, ce qui se passe, ça se passe dans les non-dits, dans les lapsus, dans les silences, dans les regards, parce que on a ce psy qui est là, qui écoute et qui, en plus, finalement, voit des indices, et on a une évolution un peu dans la séance, c'est-à-dire qu'au au terme de la séance, on a appris quand même quelque chose des deux, du patient et à la fois du psy. Et puis, chaque dynamique est différente, parce qu'on a à la fois
une infirmière qui fait un transfert complet sur son psy. Donc, on a un peu de séduction parce que lui, il est pas très clair par rapport à elle. On a l'agent de la BRI qui est complètement dans l'affrontement. On a cette adolescente aux tendances suicidaires qui réveille un peu le père en lui. Donc et puis après le dernier épisode où on a l'affrontement des psys, où on parle de Lacan pour justement pas parler de ses sentiments. Donc en fait, il y a quand même plusieurs nuances, je trouve, dans la série qui sont intéressantes, même si c'est sûr que c'est pas agréable dans le sens où on remue à la fois un traumatisme collectif et des traumatismes spécifiques. C'est vrai que chaque épisode est assez épuisant. Par exemple, tout regarder d'un coup, c'est vraiment impossible. Même regarder une semaine, enfin l'équivalent d'une semaine, en une seule fois, ça vous met dans un état assez stupéfiant parce que ça vous renvoie aussi, d'une part à la fois aux événements qu'on a tous vécus, sur les attentats, mais aussi à des problématiques qui peuvent être personnelles et se retrouver d'un coup face à ce thérapeute. Parfois, on se demande ce qu'on fout là quand même. Rappelons quand même que ce qui est drôle, c'est que si on résume un peu la série, c'est toujours la faute du père. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la faute du père. C'est vieux comme Freud, et là, Ouais, je vous rejoins vraiment sur la claustrophobie où moi je me suis sentie vraiment coincée en regardant la série et où surtout ces épisodes où effectivement ils sont face à face, c'est cadré aussi d'assez près, il y a peu de recul et du coup je trouvais rien pour m'échapper, j'avais même pas une lampe à regarder derrière ou une bibliothèque en me disant qu'est-ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Enfin, j'étais vraiment coincée avec le thérapeute, le patient, et il y a un moment où j'avais l'impression d'être moi-même en psychanalyse, et je vous avoue que c'était pas totalement agréable. Mais pire que ça, Margot, tu étais dans la position de l'analyste, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute pendant 25 minutes à dose répétée plusieurs fois par jour les problèmes des autres. Exactement, ouais. En fait, j'étais coincée entre le thérapeute, celui ou celle qui avait des choses sur le cœur, et puis il y a des moments où je me sentais vraiment prise dedans parce que le thérapeute posait presque une question à laquelle je me sentais capable de répondre parce que moi aussi ça me parlait totalement, et des moments où au contraire je me sentais exclue de la conversation et en même temps très voyeuriste puisque moi aussi je suis dans ce petit espace clos où ils sont juste face à face, et d'un côté je trouve que ça met le spectateur dans une position qui est différente de celle qu'on peut avoir habituellement. Là pour le coup on n'est pas au fond de son canapé, loin de la dernière chips, et en même temps moi j'avais un peu cette sensation de malaise là dont j'ai pas forcément réussi à me séparer tout au long des épisodes. Ce qui est étonnant, c'est que effectivement, il y a cette sensation-là, mais par exemple, moi, je l'ai pas du tout eu en regardant l'adaptation américaine. Comme si la langue et la proximité faisaient que, en fait, regarder l'américaine, j'étais finalement assez à distance. Et même si finalement, je crois dans mon souvenir que les plans sur Gabriel Byrne sont beaucoup plus rapprochés que sur le psy américain, mais je regardais ça avec quand même de la distance. Mais là, le fait que ce soit à la fois une histoire assez récente, même si c'était il y a 5 ans, et que ça se passe dans Paris, et que ces gens-là ont des problématiques qu'on pourrait croiser, en fait, effectivement, ça participe à une claustrophobie. Et c'est comme si le fait de les entendre en français parler de problématiques qui sont très proches nous mettait d'un coup dans un état où on se dit, Noël, c'est peut-être mon tour d'y passer. Il y a peut-être quelque chose qui vient d'un problème de mise en scène. C'est au bout de 5 épisodes que je me suis posé cette question-là, parce que j'ai eu la même sensation que vous sur les 4 premiers, c'est-à-dire celle d'un dialogue assez pesant. Les séances durent 25 minutes, j'avais l'impression qu'elles en duraient 45 à peu près chacune. L'incapacité d'enchaîner, enfin là-dessus, je partageais complètement vos sentiments. Et c'est d'autant plus troublant chez moi que je suis plutôt client de ce type au cinéma, parce que de toute façon c'est fait par des gens de cinéma, que ce soit Nakache Toledano, mais il y a aussi Per Salvadori, Nicolas Pariser ou Mathieu Vadepied, qui est un des grands chefs-op du cinéma français et qui a tout le cinéma français à l'intérieur, enfin en tout cas une partie du cinéma français. Et au cinéma, c'est à peu près les dispositifs, notamment d'un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Eustache, un film qui s'appelle Une sale histoire qui est fait exactement comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui parle et des gens qui parlent et des gens qui écoutent. Et moi, j'aime plutôt ça. Et pourquoi là, je n'y arrivais pas sur les 4 premiers épisodes? Et pourtant, j'y suis arrivé sur le 5e, qui est celui avec la psy de contrôle, qui est joué par Carole Bouquet. C'est-à-dire, c'est plus qu'un dialogue entre Frédéric Pierrot, qui joue l'analysant, qui est très très bon, c'est vraiment, il est plutôt assez extraordinaire, et Bouquet. Là, ça marche, et ça marche pas sur les 4 premiers, et je pense qu'en fait, il y a un problème de distance. Frédéric Pierrot, faisant très très peu, c'est sa place de psychanalyste dans la série, de très peu répondre. Il a finalement laissé, que ce soit Reda Kateb, que ce soit Mélanie Thierry, Clémence Poésie, Pio Marmaille ou la jeune Céleste Brunkel dans un sorte de one-man show, un peu, je dirais,
où en plus chaque fois, enfin, pas pour Céleste Bangal un peu moins, mais pour les deux premiers, pour Reda Kateb et pour Mélanie Thierry, il est question des attentats. Et d'un coup, moi j'avais cette gêne-là de voir des acteurs livrés quasiment à un exercice solo de one man show, jouant les attentats du Bataclan, avec lequel moi, je dois avouer que j'ai ressenti une certaine gêne. Et peut-être qu'il fallait à un moment jouer un peu moins. Et c'est la très très belle surprise, enfin, du 5e épisode. Peut-être aussi parce qu'il est dans un autre intérieur, même si finalement après le dispositif est le même. Mais d'un coup, lorsqu'on a Frédéric Pierrot et Carole Bouquet, qui est absolument génialissime, il faut absolument le dire. J'étais stupéfait ce matin en voyant l'épisode. À quel point elle joue bien ça, ils le jouent chacun à la bonne distance. C'est-à-dire qu'elle n'élève pas jamais le ton, elle ne s'empare pas de l'espace comme s'il avait à faire un one-man show, à occuper absolument l'espace. Elle est en retrait puisqu'elle joue une psychanalyste. Et lui est en retrait parce que de toute façon, il est comme ça, c'est sa position dans la série. Et là, il y a un espace pour nous. D'un coup, c'est un épisode que j'ai vu avec un plaisir infini, alors que j'avais beaucoup plus de pesanteur sur les 4 premiers. Et j'ai l'impression que c'est à partir de ce problème-là que la chose rate parfois, alors qu'elle réussit à certains endroits. C'est vrai que je rejoins ce que dit Philippe. Moi, j'étais spécialement perturbé par l'épisode avec Reda Kateb, que je trouve très très agressif, notamment dans quand il raconte le Bataclan. Il y a quelque chose qui m'a mis. Peut-être parce qu'il y a quelque chose de théorique, en fait. Ouais. Ils ont dû, enfin, en plus, je pense que Reda Kateb, qui est plutôt un très très bon acteur, vraiment, en général, qui est quelqu'un de consciencieux, qui, je pense, a dû enquêter. Je pense qu'ils sont venus avec une idée de tension nerveuse, ça, et qui est plus une idée de scène, de personnage à jouer, qu'une idée de finalement dans quel état on est lorsqu'on est dans un cabinet psychanalyste. Et il y a quelque chose avec ça de la même manière avec dans le premier épisode, enfin, la question du désir est quand même très, très appuyée, très jouée. Alors que sur les dialogues, c'est plutôt très bon. Enfin, on sent qu'il y a les équipes ont travaillé, ils sont 6 ou 7 à dialoguer en même temps. Il y a un effort, il y a du travail partout. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tient de la hauteur de jeu. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils doivent dès le début poser le contexte du 13 novembre? Parce qu'après, j'ai l'impression que la relation s'installe et que du coup, la question des attentats est là, mais un peu plus de biais, ça ressurgit quelquefois parce qu'on sent que lui, ça lui pèse aussi. Mais j'ai l'impression que sur les 2 premiers épisodes, il fallait tout de suite mettre, on était au Bataclan, qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et en plus, du coup, on raconte beaucoup, ce qui, en général, est plutôt déconseillé en termes de scénario. Et peut-être que c'est vrai que ça fait beaucoup pour le spectateur. Peut-être que ça fait beaucoup à cet endroit-là. Peut-être qu'effectivement, progressivement, la série peut trouver sa vitesse de croisière parce que ce qui est à poser ou à mettre sur la table a été fait. C'est impossible à binge-watcher, mais de la même manière il faut 10 ans pour une analyse, ou entre 5 et 10 ans pour une analyse, et qu'on n'ouvre pas les cadeaux en 2 heures, c'est pas l'arbre de Noël, je veux dire. Et que ouvrir autant de problèmes, oui, c'est que c'est l'anti-binge-watching. Et après, peut-être une dernière question de cette série, c'est est-ce que c'est effectivement le moment de parler de ces attentats qui ont eu lieu il y a 5 ans? Est-ce qu'on est arrivé à un moment où on peut se permettre d'en parler dans une fiction? Moi, c'est un avis complètement personnel, ça commence à faire quand même pas mal d'années. Bon, certes, c'est encore très frais dans notre esprit, mais je pense qu'il y a une tendance de la fiction française à pas vouloir justement être dans des sujets peut-être trop délicats, et je pense qu'il faut s'en emparer. Et là, je trouve qu'on s'en empare de façon assez intelligente, puisque même si au début, effectivement, on nous oblige à être dedans, on a une espèce d'intimité qui est forcée aussi. Après, il y a quand même d'autres choses qui se passent. Je pense que le mauvais timing, c'est qu'on est en pandémie et que voilà, est-ce qu'on a envie de regarder quelque chose d'aussi lourd maintenant? C'est plus ça. C'est-à-dire que si on avait été, je pense, dans un contexte normal, je pense que on était prêts à regarder ça. Mais le fait qu'on soit en pandémie et que ça réveille des souvenirs compliqués, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ce timing-là qui est... Non, mais c'est réellement à prendre en compte, parce que c'est à la fois la chose qui est le plus magnétique aujourd'hui dans cette série, c'est qu'on va tous très mal. Enfin, au bout d'un an de Covid, on est tous passés, ou on est tous en train de passer par des phases, de crise qui vont être très violentes. Donc on est à la fois tous très intrigués par ce qui a trait à la psychanalyse, à l'analyse, à ce qui se passe sur le divan. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a le ressurgissement d'un ancien trauma qu'on a tous connu. On habite tous Paris ici, qui sont les attentats du Bataclan, et ça fait confusion, et que peut-être effectivement la pesanteur qu'on a sur les premiers épisodes, elle vient de là. Mais la question de est-ce que c'est le bon moment, en fait, c'est une mauvaise question, parce qu'on a beaucoup reproché au cinéma français ou à la fiction française en télévision de ne pas s'emparer du contemporain, de l'actualité. À raison d'ailleurs, en disant regardez les Américains, ils le font, et comment ils le font bien.
Et quand on le fait, et c'est plutôt, enfin, je pense que si on prenait juste ce scénario avec des dialogues, je pense qu'il y a vraiment du travail. Enfin, il y a quelque chose qui est du respect. Malgré tout, on est gêné. On a tous été gênés. Est-ce qu'on n'est pas gêné de voir un acte, précisément dans ce dispositif, un acteur en train de déployer un show d'acteurs dans quelque chose qui, pour nous, appartient quand même totalement encore à l'actualité et a besoin d'un prisme qui serait quelque chose de différent. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est déjà dans l'enfermement et que ça rajoute de l'enfermement aussi? Ah si, totalement. Parce que c'est ça aussi. Oui, oui. Passons à un autre dispositif, Oui. moins enfermé peut-être, mais aussi une autre forme de dialogue avec cette série Netflix de Martin Scorsese sur une personnalité new-yorkaise, Fran Lebowitz. Ah oui, effectivement, c'est à nouveau. J'ai regardé en thérapie et Fran, si c'était une ville, c'est ça. Je continue à appeler Fran parce que oui, on l'appelle tous ça Fran. marche bien, hein, On en Fran. parle tous en disant Fran. Non, parce qu'à l'étranger, ils l'ont juste appelé comme ça. Enfin, j'ai pas un Netflix français, c'est une autre histoire. J'ai un Netflix espagnol, donc ça s'appelle Fran. Mais j'ai les sous-titres français. D'ailleurs, heureusement que j'ai les sous-titres français parce que, vraiment bravo aux gens qui ont sous-titré ça, parce que Fran Lebowitz, qui est une des plus grandes personnalités de l'intelligentsia, c'est pas que simplement la presse ou la mode ou les arts ou la littérature, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligentsia new-yorkaise. Elle l'incarne à elle seule. Fran Lebowitz, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle très très vite, et son humour vient justement de cette vitesse, de cette logorée. C'est une sorte de Woody Allen, on pourrait dire au féminin, ou même plus, de sa manière, c'est de Oscar Wilde qui aurait avalé Woody Allen et qui arriverait à en créer un personnage qui va à toute vitesse. Et Scorsese, qui à la fois filme depuis 10 ans Fran Lebowitz, ils sont amis, ils savent même plus depuis quand ils sont amis. Ils se rappellent pas quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais il y a au moins une vingtaine d'années, un peu plus que ça, dans le New York de la fin des années 70 ou début des années 80. Et Scorsese est là aussi pour accompagner Fran, c'est-à-dire lui renvoyer la balle. Scorsese parle aussi très très vite et on est pris dans une vitesse. Alors c'était troublant pour moi parce que je voyais en thérapie, en alternance avec Fran pour pouvoir être à peu près au point sur l'émission. Et chaque épisode de Fran fait globalement 45-50 minutes. Et eux, par contre, j'arrivais pas à arrêter. C'est-à-dire que et ça, c'est quand même, il y a quand même un génie scorsésien de ça. C'est-à-dire qu'il filme Fran Lebowitz, donc qui est une femme de 70 ans, d'une présence incroyable, qui a pas forcément un physique complètement facile, qui de suite vous prend, vous agrippe, et il la filme comme il filme un gangster. Et il la filme parce qu'il a une passion qui est ancienne, enfin, sur la question de filmer la parole. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est une série Netflix, mais il y a, en 78, 80, Scorsese avait fait un film qui n'était jamais sorti à l'époque, qu'on a un peu trouvé, qui longtemps été introuvable, après les éditions DVD. Aujourd'hui, sur Internet, vous trouverez ça facilement si vous cherchez, qui s'appelle American Boy. Et c'était sur son colocataire qui s'appelait Stephen Price, qui était le fils d'un des magnats des agences de publicité, des agences de création artistique à New York, et qui était un des très très grands défoncés. C'était à l'époque le roommate, le colocataire de Scorsese. Et pendant 1 heure, Stephen Price ne raconte que des histoires de drogue en frontal comme ça. C'est-à-dire vraiment, de temps en temps, il y a un raccord sur Scorsese. Après, il y a une histoire de canapé qui a à mourir de rire. Il l'a fait avec ses parents, italo-américaines. C'est pareil, milieu des années 70, c'est-à-dire qu'il y a ça, poser la caméra et entendre les gens raconter, mais on a ça aussi dans certains films de Woody Allen, c'est quelque chose de complètement new-yorkais, entendre des gens raconter des bonnes histoires. That's a good story. Il le dit à un moment, Scorsese, lorsqu'il l'entend. Et Fran Lebowitz, là-dessus, elle bat tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que quiconque n'a jamais entendu parler ne sait pas grand-chose. Moi-même, pour moi, Fran Lebowitz, c'est quelqu'un, je savais qu'elle était dans l'interview d'Andy Warhol. Moi, je pensais qu'ils étaient très copains. Elle dit qu'ils se détestaient. C'est assez marrant quand elle raconte ça. Elle y tenait d'abord une rubrique sur la série B au début des années 70, sur les films de série B. Elle connaissait rien au cinéma, mais elle adorait les films de série B. Surtout, ils passaient pas à New York. Donc, elle réussissait à les avoir dans le seul cinéma pourri de la 42e rue où ils passaient. Et ensuite, elle avait une longue rubrique qui s'appelait I Cover the Waterfront, qui était des aphorismes. C'est quand même quelque chose qui n'existe pas, je pense, dans la presse française. Joseph, vous avez un souvenir de ça? Non. Avec quelqu'un, voilà, je disais Oscar Wilde meets Woody Allen, quoi. C'est-à-dire des séries d'aphorismes complètement géniaux qui ont fait d'elle une star sur d'abord le New York un peu underground, ensuite celui un peu plus jet set, proche justement de ce qu'était Warhol au moment d'interview, c'est-à-dire vraiment les années du Club 54, etc. Mais ensuite, elle a eu une audience beaucoup plus large, où
elle a commencé à faire des chroniques dans Newsweek, puis ensuite dans Mademoiselle. Et c'est vraiment un personnage qui finit par, dans sa manière de raconter les choses, dans sa manière, même dans le sort de name dropping qu'elle peut avoir, ça, dans cette façon, on sent d'être, j'imagine que Fran Lebowitz est invitée à un dîner, même pendant la pandémie, tous les soirs, et elle a cette habitude-là d'avoir une audience de gens, de balancer une bonne blague. C'est quelqu'un qui vit à la fois comme une ermite, aux 3/4 du temps, parce qu'elle écrit à la main, enfin, elle lit beaucoup, c'est quelqu'un qui a une culture absolument incroyable. Et en même temps, lorsqu'elle se met à parler, elle parle pour un public, elle parle pour quelqu'un, elle parle pour quelqu'un qui est à côté d'elle dans une fête, dans un repas, dans un défilé de mode. Et ça, il a réussi, Scorsese a réussi à faire que, à force, vous ne regardez pas un portrait de Fran Lebowitz. Et c'est pour ça que, quand même, le titre, le sous-titre de la série est vraiment bien. C'est qu'on regarde une ville. Enfin, on regarde un New York qui est en train de partir. Oui, on regarde un New York en train de partir. On regarde un New York qu'on a beaucoup aussi imaginé, nous, depuis nos diverses positions. Un New York qui regroupe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'à un moment, elle parle de Charles Mingus, qu'elle a connu et qui elle était amie. Mais c'est aussi, effectivement, comme disait Philippe, c'est Warhol, c'est le New York des bars, c'est les gangsters, c'est un New York, c'est le New York de la mode. Il y a un épisode entier qui est quasiment le 7e, je crois, le 3/4 de l'épisode est sur une librairie de New York. C'est un centre à elle seule de tout ce qui a pu constituer New York, et aussi de tout ce qui a pu nous passionner dans New York. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir, de toute façon, dans Scorsese lui-même met en scène les moments musicaux ou des archives dans c'est qu'on voit aussi bien, on croit qu'on va tomber sur une socialite new-yorkaise, uniquement dans le snobisme, vraiment des hauts de Manhattan. Et en fait, il commence avec les New York Dolls, les CBGBs, ensuite c'est Charlie Mingus. Entre-temps, il y a des archives de Marvin Gaye. Et par la musique, il la ramène vers quelque chose qui est un territoire qui est beaucoup plus le bas de New York, ce qui était vraiment le Lower East Side dans les années 70. Donc il y a une géographie de la ville par la musique, par les souvenirs. Puis plus elle monte, moins c'est la musique et moins c'est les films ou des moments de New York. C'est très, très subtil là-dessus. Margot ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est que, au premier abord, en fait, on a l'impression que c'est une vieille dame qui râle sur tout. Elle aime pas les touristes, elle aime pas les taxis. D'ailleurs, elle a elle-même été chauffeur de taxi quand elle était jeune, et donc elle a plein de leçons à donner sur comment bien conduire à New York. Et les chauffeurs aujourd'hui ne connaissent pas New York et c'est scandaleux. Et on se dit, une drôle d'excentrique new-yorkaise qu'on connaît très peu, qui râle. Bon, en quoi c'est intéressant ? Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'elle déteste, c'est ce qui fait New York et c'est ce qu'elle aime aussi. En fait, moi, je trouve que cette série-là, c'est vraiment une déclaration à la ville de New York, à tout ce qu'elle y a vécu depuis qu'elle est arrivée là, très jeune, après des études qu'elle a même pas finies d'ailleurs, et contre l'avis de ses parents. Et il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment une très belle déclaration qui en plus est très bien filmée aussi par Martin Scorsese, dont on sait que il a un attachement particulier à la ville. Et moi, j'aime beaucoup dans les séries et au cinéma les personnages qui râlent. Je les trouve toujours super. Hommage à Jean-Pierre Bacri, qui est aussi dans ces personnages souvent de ce côté-là. Au final, je l'ai trouvée plutôt touchante parce que voilà, elle dit plein de choses d'elle, mais avec une certaine pudeur. Elle aime se raconter et en même temps, elle aime raconter tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'était vraiment j'ai vraiment passé pour le coup un bon moment dans une conversation à laquelle j'étais invitée et où j'avais l'impression d'être avec des amis, alors que bon, malheureusement, ni Fran Lebowitz ni Martin Scorsese ne sont mes amis. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est le rire de Martin Scorsese, qui est extrêmement bon client et qui rit tout le temps et qu'on entend en arrière-plan. Et je trouve que ça participe aussi à ce sentiment un peu feel-good que j'avais de regarder. Vraiment, on sent que c'est deux bons amis qui ont une grande complicité et ça m'a rendu assez nostalgique des dîners entre amis ou des verres tardifs dans des bars qui étaient encore ouverts. Donc il y avait un côté un peu nostalgique aussi, mais je trouvais que c'était une belle série et elle c'est vraiment un personnage qui est fascinant. Et Scorsese rit aussi parce qu'elle est extrêmement drôle et qu'elle balance. Elle est hilarante. Elle balance des trucs quasiment à la seconde. Dans les moments où Scorsese la filme, ils sont effectivement très souvent sur une scène tous les deux. Il y a un public et on lui pose des questions. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, elle répond par une vacherie ou un truc, où la répartie est incroyable. Et ce qui est fascinant, moi, ce qui me fascine aussi dans le personnage, qui peut-être pas forcément dit dans la série, je sais plus exactement, mais c'est que Fran Lebowitz, c'est un personnage new-yorkais,
qui a écrit dans des journaux, etc. Il y a des livres d'elle, et sauf que Fran Lebowitz n'a plus écrit depuis des années. C'est dit en filigrane sur les épisodes où la peur de la page blanche revient. Il y a une vraie peur de la page blanche, et son dernier livre, en fait, a été prépublié par extrait dans Vanity Fair en 2004, et il n'est jamais sorti. Et finalement, elle a développé ce personnage aussi pour arriver à vivre dans cette ville, ce personnage de stand-up et la relation au public, la relation à la parole. Et parce que, dit-elle, ou dit-on, de stand-up sur papier, quoi. Stand-up, c'est fou. Voilà. Et que finalement, elle a tellement de respect, comme le disait Philippe, c'est une immense lectrice. Elle le dit d'ailleurs à un moment, je crois qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à se débarrasser des livres. C'est-à-dire, elle accumule les livres. C'est comme jeter des êtres humains. Encore, elle préférerait jeter les êtres humains qu'elle aime moins que les livres. Et que finalement, elle a tellement de respect pour ça qu'elle n'arrive plus à écrire. D'où peut-être aussi cette parole tellement forte et acide. C'est vrai que quand on regarde, enfin, moi, je sais que j'avais envie de tout noter, en fait. Je me dis, il y a tellement de punchlines. Et alors, au début, justement, j'ai eu du mal à rentrer dans le premier épisode parce que j'ai trouvé que c'était un peu des banalités. Quand elle est sur les gens qui marchent trop vite dans la rue, le métro, j'avais un peu plus de mal. Et il la filme comme un gangster, c'est ça qui est bien. Oui, et après, une fois qu'on était vraiment dans ce côté mémoire de New York et qu'elle raconte tous ses souvenirs, là, ça m'a vraiment plus captivée. Et effectivement, il y a tellement d'énergie par son débit de parole et par le fait que c'est toujours en mouvement. Il y a un mec au bar, il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose. Enfin, elle marche. Alors, je sais même pas si c'est toujours le même plan ou pas qui se répète. Est-ce que j'ai déjà vu elle marche aussi. Il y a ce dispositif dément, c'est la maquette. La maquette. Oui, la maquette. C'est ça. Qui date, je sais pas, parce que c'est un ancien New York. Elle regarde un ancien New York en maquette. Oui, en chaussettes. On parle d'un New York qui est en train, oui, en plus, c'est génial. Oui. comme quand on marche dans les hôpitaux. Enfin, c'est vraiment ça. Elle est à la morgue de New York, New York, ce qui a été, tu vois, ça devait être une pièce pour une expo universelle. Et ce New York-là, il est en train, et nous, on voit bien, en plus, enfin, ça a été tourné ils ont mis 10 ans pour accoucher de ça. Et qu'entre-temps, la Covid est passée, et que ce New York-là, je sais même pas ce qui va en rester, quand ça ressurgira. Moi, ce qui m'a frappé, c'était vraiment son sens du détail, du storytelling et du détail. Moi, qui n'ai aucune mémoire, j'ai trouvé ça fascinant qu'elle puisse raconter des choses et que ça soit aussi immersif. Et bon, après, en face, elle a Scorsese qui est pareil, une mort du cinéma, c'est une encyclopédie. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment fascinant. Et je disais une interview dans laquelle elle parlait justement c'était post-Covid, c'était récemment. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fois, elle peut râler sur des choses hyper banales, et à la fois, elle est hyper décomplexante quand elle parle de la mort, ou là, quand elle parlait justement du New York, elle disait, oui, New York ne sera plus jamais pareil. Mais en même temps, est-ce que c'est grave? Ce sera une nouvelle ville. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rafraîchissant là-dedans, le fait qu'elle dédramatise tout ça aussi, quoi. Elle a plein de souvenirs, mais je trouve que ce que la série réussit aussi, c'est que c'est pas que dans le passé. Elle raconte plein de choses, mais on voit aussi que elle peut être très excitée par des choses qui se sont passées ces dernières années ou même maintenant, et elle reste profondément moderne. Et je trouve que c'est intéressant aussi, surtout si la série s'est faite sur 10 ans, de réussir à sortir maintenant en n'étant pas trop passéiste ou trop personnel entre deux amis qui se connaissent depuis longtemps et qui nous laisseraient sur le côté auquel on ne s'intéresserait pas. Je suis comme toi, j'ai eu peur à un moment, vers le 6e ou 7e épisode, du personnage totalement atabilaire. En plus, elle refuse, par exemple, elle a pas le téléphone, elle a pas de téléphone portable, elle a pas d'ordinateur, elle a pas Internet. Elle juge ça avec beaucoup de sévérité. Et je me suis dit, là, on s'enfonce dans un peu le vieux con, c'était mieux avant, la femme scrogneux, voilà. Au sourcil français en train de râler sur tout, ce qui peut avoir au bout d'un moment, c'est drôle à un moment, puis ça suffit. Et c'est sauvé à ce moment-là précis. Alors il y a une ou deux questions qui viennent, il y a des questions du public des fois sur la jeunesse, et là elle est admirable. Enfin, ce qui prouve qu'elle est quand même, enfin, elle est drôle, mais aussi d'une intelligence, c'est redoutable. Oui, c'est-à-dire que ce qui marche excessivement bien avec elle, c'est son regard sur le contemporain. C'est-à-dire c'est pas uniquement une histoire ou un récit sur des choses qui se sont passées, c'est vraiment une vieille gloire. Voilà, elle est vraiment dans le présent. D'ailleurs Scorsese, souvent moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il la filme, il la suit en fait. On la voit souvent de dos, on voit comme ça avec son manteau, son jean et ses revers, ses boots, cette espèce de même c'est même un corps, on peut pas se dire. Le look est génial. Le look est dément. Le look est dément, et en plus le look est, on sait pas, c'est un homme, c'est une femme, c'est vraiment c'est ce corps-là qui avance dans New York et qui a l'air de tout prendre de la ville. Mais on a presque l'impression, je me suis dit, que d'une certaine façon, Scorsese, qui en plus, je crois, est un peu plus âgé qu'elle, il doit avoir 10 ans de plus qu'elle, ou 10, 11 ans de plus qu'elle, de se dire, tant qu'elle tient, New York tient.
Oui. Et quand il la filme en train de marcher dans New York, il y a vraiment ça, genre, ça va, tant qu'elle est là, ça va bien se passer. La ville va pas complètement s'écrouler ou être totalement remplacée. Le jour où elle partira, ce sera vraiment définitivement une autre ville. Ben merci à tous les trois. C'était En Série, un podcast de Vanity Fair sur les séries que nous avons regardées et aimées ces derniers temps. Vous pouvez retrouver les autres épisodes et nos autres podcasts sur notre site et sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts. Merci, à bientôt.